Gestapo. 3 syllabes qui ont semé la terreur en Allemagne et dans toute l'Europe pendant 12 ans. Les agents de cette sinistre institution ont traqué, arrêté et livré d'innombrables personnes, causant la mort et la souffrance de millions d'êtres humains en étroite collaboration avec les SS. Les hommes qui ont fait tourner les rouages de cette immense machine de terreur demeurent presque aussi méconnus que le système qu'ils dirigeaient. Il était donc essentiel de les montrer tels qu'ils étaient réellement, avec leurs défauts, leurs faiblesses et, dans certains cas, même certains traits d'une apparente normalité. Car, en fin de compte, la plupart de ces figures terrifiantes n'étaient pas des monstres exceptionnels, mais des individus ordinaires, prisonniers d'un destin scellé le jour où le nazisme leur a imposé un nouveau code moral. Dans ce code, la conscience a été remplacée par l'obéissance absolue aux dogmes idéologiques du régime. La grande majorité d'entre eux n'éprouvèrent jamais de remords, ni ne purent mesurer clairement l'ampleur des événements. Ils considéraient les procès qui suivirent comme un simple règlement de compte, une vengeance naturelle du vainqueur contre le vaincu. Pour eux, la brutalité, le meurtre et la répression faisaient partie de l'ordre normal, du cours logique des choses. Ils agissaient ainsi, convaincus de faire leur devoir. Les plus calculateurs, cependant, tentaient de sauver leur vie en offrant des informations privilégiées ou en se mettant au service des vainqueurs. Lors de sa création en avril 1933, la Gestapo était encore une organisation de très petite taille. Durant ses premiers mois sous Rudolf Diels, elle ne comptait qu'environ 50 à 80 agents à Berlin, dont beaucoup étaient issus de la police prussienne. La croissance fut rapide. En 1934, avec l'intégration des structures policières d'autres États allemands, la Gestapo comptait déjà plusieurs centaines d'agents. En 1939, sous le commandement de Himmler et de Reinhard Heydrich, on estime qu'il y avait au total 15 000 membres. Quant à leurs uniformes, au début, il n'y avait pas d'uniforme distinctif. Les fonctionnaires portaient généralement des vêtements civils, ce qui leur permettait d'opérer discrètement et de semer la peur au sein de la population, car n'importe qui pouvait soupçonner un voisin ou un collègue d'être un agent de la Gestapo. Le véritable changement eut lieu lorsque Heinrich Himmler prit le commandement. Grâce à sa vision implacable, disciplinée et fanatique, la Gestapo cessa d'être une simple agence de police pour devenir l'axe de la répression totalitaire. Himmler avait déjà accumulé un pouvoir immense lorsqu'il s'installa au siège de la Gestapo au 8 Prinz Albrechtstrasse, d'où il étendit sa toile de contrôle sur toute l'Allemagne, comme une araignée qui contrôle chaque fil de sa toile. Le 1er janvier, il s'adressa aux membres de la SS avec une déclaration directe et sans équivoque. Notre tâche la plus urgente est de localiser tous les ennemis visibles et cachés du Führer et du national-socialisme, de les vaincre et de les anéantir. Pour y parvenir, nous devons être prêts à verser non seulement notre propre sang, mais aussi celui des autres. Le théosophe du XVIIIe siècle, Jacob Böhm, écrivait que le corps reflète les forces internes qui l'animent. Cette idée prend tout son sens lorsqu'on observe de nombreux dirigeants nazis dont les traits semblaient trahir leurs instincts. Le visage de Röhm était empreint de violence. Celui de Bormann exprimait le dégoût. Heydrich et Kaltenbrunner incarnaient la cruauté de leurs actes dans leurs traits. Himmler, en revanche, présentait une image différente. Un visage ordinaire, fade, presque vulgaire. Il était de taille moyenne, peut-être un peu grand, et de constitution robuste. Son visage rond laissait apparaître des signes de calvitie prématurée au front et aux tempes, malgré le fait qu'il avait à peine plus de 30 ans lorsqu'il commença à forger son pouvoir. Il avait l'allure d'un simple bureaucrate, d'un employé administratif ou d'un homme d'affaires discret. Son menton fuyant ne trahissait aucune fermeté et sa moustache dissimulait à peine son expression faible, encadrée par de grandes oreilles décollées. Son sourire habituel lui donnait un certain air clérical. 2 traits, cependant, suscitaient l'inquiétude. Des lèvres très fines, presque incolores, et des yeux bleus au regard fixe et pénétrant, impossibles à dissimuler derrière les lunettes rondes en acier qu'il portait. Conscient de cela, il inclinait légèrement la tête de côté afin que le reflet des verres obscurcisse son expression. Il observait ainsi son interlocuteur avec l'intensité d'un chasseur scrutant sa proie. Son cou, flasque et marqué de rides indignes de son âge, surprenait ceux qui lui rendaient visite. Ses mains, fines et étroites,
aux doigts longs, à la peau très pâle et aux veines apparentes, semblait plus digne d'une dame raffinée que d'un chef impitoyable. Lorsqu'il recevait des visiteurs, il les posait souvent immobiles sur la table, comme si elles faisaient partie d'un masque silencieux qui ajoutait à l'inexpressivité calculée de son visage. Les subordonnés d'Himmler affirmèrent souvent qu'il ne félicitait ni ne réprimandait personne directement. Ses ordres étaient délibérément ambigus, obligeant ses hommes à déchiffrer et à exécuter au mieux ce qu'ils croyaient de ses ordres. Ce goût du secret était une caractéristique essentielle de son caractère. Plus il dissimulait ses plans, plus il gagnait en autorité, et transgresser ses ordres pouvait même leur coûter la vie. Il se distinguait également par son extraordinaire éthique de travail. Sa journée commençait à 8 heures du matin et durait presque toujours jusqu'au petit matin, parfois jusqu'à 2 heures. Il ne cessait jamais de travailler, même en voyage. Dans le train, l'avion ou la voiture, il était toujours accompagné d'une secrétaire qui prenait des notes sur les lettres et les dictées. Il était en permanence relié par radio au siège de la Gestapo et exigeait que le système soit opérationnel en permanence. Il ne laissait passer aucun document sans vérification. Il notait ses observations dans les marges au crayon vert pâle et les marquait d'un GEL, suivi de la date et d'une signature composée de 2 G entrelacés. Ce détail apparemment anodin en disait long sur sa personnalité méticuleuse. Göring, en revanche, signait ses documents d'un trait gras au crayon rouge, reflétant son caractère ostentatoire. Lorsqu'il n'était pas en déplacement ou n'effectuait pas d'inspections imprévues, il ne rompait sa routine que pour les repas. Il mangeait généralement aux messes des officiers SS ou de la Gestapo, même s'il lui arrivait d'aller au restaurant ou d'inviter un collaborateur à déjeuner ou à dîner. Lors de ces réunions, il apparaissait comme un hôte cordial, bavard et même jovial. Il était paradoxal qu'au sommet de son pouvoir, alors qu'il était en réalité la figure la plus influente du régime, il conserva une certaine modestie. Dans son entourage, il entretenait des amitiés d'enfance. Nombreux étaient ceux qui le connaissaient depuis l'école et continuaient de l'appeler Heini, un surnom qui subsistait même au sein de la SS, où on l'appelait respectueusement Reichsheini. La contradiction était grotesque. Des hommes responsables de milliers de morts se traitaient avec des diminutifs affectueux, comme s'ils partageaient encore la même chose. L'innocence des salles de classe bavaroises. Himmler sut rallier à son ascension ce cercle de vieux amis. Parmi eux se trouvait le docteur Karl Gebhardt, qui allait diriger des expériences médicales pour le compte du régime, ainsi que d'anciens policiers munichois ayant rejoint la Gestapo berlinoise. Tous avaient confiance en leur destin et lui, doté d'un pouvoir de persuasion extraordinaire, parvint à les convaincre avec la même conviction qu'il avait lui-même en leurs paroles. Himmler manifestait peu d'attachement à la vie domestique et semblait dépourvu d'une véritable existence personnelle en dehors de son travail. Son esprit et son énergie étaient entièrement concentrés sur la SS et la Gestapo, comme si son but résidait uniquement dans ces deux structures. Derrière cette façade méthodique, cependant, se cachait une profonde blessure, un échec familial. Il épousa Marga Kutzerzowa, une infirmière de Bromberg de 7 ans son aînée, qui travaillait dans une prestigieuse clinique berlinoise. Dans l'atmosphère décadente de la capitale, il fut témoin de tant d'abus médicaux, d'opérations illégales et de spéculations qu'il finit par développer une profonde aversion pour cette profession. Au lieu de cela, il cultiva une foi profonde dans la médecine naturelle et les pouvoirs des plantes, une idée qu'il transmit à son mari. Avec l'aide de sa femme, Himmler tenta d'abord de créer un élevage de volailles à Trudering, près de Munich, mais le projet échoua. Plus tard, suivant les conseils de Marga, il se consacra à la culture de plantes médicinales. Il lisait avec enthousiasme d'anciens traités de phytothérapie, même si ses tentatives pour en faire une activité lucrative échouèrent. Malgré cela, il ne renonça jamais à sa fascination pour les plantes médicinales et, une fois au pouvoir, ordonna aux prisonniers des camps de concentration de travailler à leur production. Des tensions avec sa femme apparurent rapidement. La naissance de sa fille Gudrun en 1928 ne parvint pas à sauver leur mariage. Selon le docteur Karl Gebhardt, Himmler souffrait d'impuissance partielle, un problème personnel qu'il ne surmonta jamais et qui marqua sa vie. Malgré cela, il s'opposa farouchement au divorce, invoquant le bien-être de sa fille, bien que son éducation catholique ait probablement influencé sa décision.
Au fil du temps, il entama une relation avec une autre femme, avec laquelle il eut 2 autres enfants, élevés par une nourrice à Hohenlychen. Mener une double vie lui causa de fréquents problèmes financiers, le contraignant à contracter des emprunts. Il fut peut-être le seul dirigeant nazi à ne pas accumuler de grandes richesses malgré sa position et le climat de corruption généralisé. Ce penchant personnel pour une certaine honnêteté le conduisit à mépriser ouvertement Göring, qui s'enrichit sans vergogne grâce à des affaires douteuses et aux privilèges de sa fonction. Himmler manquait d'une solide culture. C'était un homme à l'éducation superficielle, aux penchants et obsessions romantiques qui imprégnaient les institutions qu'il avait créées, et, dans une large mesure, le Troisième Reich lui-même. Il croyait au magnétisme, au mesmérisme, à l'homéopathie, aux formes les plus contestables de l'eugénisme naturaliste et au pouvoir mystique de la nourriture. Il faisait confiance aux voyants, aux guérisseurs, aux hypnotiseurs et même aux sorcières, qu'il consultait avant de prendre des décisions importantes. Il n'était pas le seul, d'autres dirigeants nazis partageaient cet intérêt pour l'occulte dès les premières années de son ascension, nombre d'entre eux étant clients du célèbre magicien berlinois Hanussen, qui avait même prédit l'incendie du Reichstag. Himmler professait un fervent respect pour la discipline militaire. Selon Gebhardt, il poussa à l'extrême la vieille maxime selon laquelle les ordres doivent être suivis, l'élevant au rang de dogme pour les structures qu'il dirigeait. Ce n'était pas si difficile à imposer dans une société qui, après de longues périodes de servitude et de tension, accédait relativement facilement à une discipline autoritaire. Son intérêt pour l'histoire et la tradition le conduisit à idéaliser des figures du passé comme Henri Ier de Saxe, qu'il admirait pour ses capacités organisationnelles et militaires. La cavalerie de ce roi servit de modèle aux fins expansionnistes et raciales qu'il souhaitait promouvoir. Ce culte du passé inspira rituels et symboles au sein de la SS. Par exemple, le serment nocturne des jeunes recrues était célébré à la lueur des torches dans la cathédrale de Brunswick devant le tombeau du monarque qu'il vénérait tant. L'analyse psychologique du docteur François Bayle décrivait Himmler comme incapable de formuler des idées abstraites, se réfugiant ainsi dans la mécanique du système. On lui attribuait des traits tels qu'un entêtement quasi pathologique, une énergie excessive consacrée au travail et un manque marqué d'originalité et de sensibilité qui rendait sa pensée mécanique. À cette rigidité s'ajoutait un manque de sens pratique, une ambition débordante, de l'obstination et un manque d'intuition qu'il ne parvenait pas à compenser par une formation intellectuelle. Bayle notait également une composante érotique désordonnée, un besoin intense d'affection combiné à une froideur affective notable. Himmler croyait avoir trouvé en Hitler la figure messianique qui expliquait et légitimait cet esprit autoritaire. Les solutions simples du Führer, sa rhétorique énergique et son leadership charismatique convenaient parfaitement à sa disposition d'esprit. Lorsqu'il parlait de race et de pureté du sang, Hitler touchait une corde sensible déjà présente en lui, qui, durant ses années d'agriculture appliquée, avait cru pouvoir appliquer les principes de la sélection animale à l'ordre social humain. Pour lui, éliminer les inutiles était une mesure d'amélioration, et les idées d'Hitler sur la purification raciale et la lutte pour la force vitale trouvèrent un écho enthousiaste. Les phrases prônant l'élimination des faibles et la primauté de l'énergie vitale devinrent des citations directrices qu'Himmler intégra à son action politique et administrative. Hitler ne représentait pas seulement un programme politique, c'était un idéologue totalitaire. Ses discours n'étaient pas seulement pragmatiques, mais se substituaient à une foi. Le national-socialisme devait fonctionner comme une nouvelle religion, poursuivant des objectifs biologiques. Selon ces prémices, la raison et la morale ancienne constituaient des obstacles à la création de l'homme nouveau. La compassion était présentée comme débilitante et la politique devait privilégier les endurants aux faibles. Inspiré par cette vision, Himmler adopta et mit en œuvre avec une brutalité méthodique les politiques visant à concrétiser cette vision biologique de la société. La Gestapo omniprésente. Voici à quoi ressemblait un agent terroriste. Himmler imposa à la Gestapo les mêmes principes de discipline et de secret que ceux qui caractérisaient la SS, la transformant en une organisation fermée et intouchable. Après sa création par Göring, la police politique eut besoin d'un quartier général et plusieurs bâtiments de la Prinz
Albrechtstrasse à Berlin furent libérés pour l'accueillir, dont le musée du folklore et une école professionnelle. En 1934, Reinhard Heydrich assuma la direction effective de la Gestapo. Déjà chef du service de sécurité SS, il cumulait un double pouvoir, celui d'un fonctionnaire d'État et celui d'un haut dirigeant du parti. Il pouvait ainsi utiliser à ses propres fins les structures administratives et nazies. Ses subordonnés étaient prisonniers d'une double obéissance à l'État et au parti qui rendait toute tentative d'opposition ou de dénonciation impossible. Le parti s'est progressivement approprié les fonctions de l'État. La loi du 1er décembre 1933 proclamait sans équivoque que le Parti national-socialiste devenait le porteur de l'idée de l'État allemand, devenant ainsi inextricablement lié aux institutions officielles. Les fonctionnaires et les commandants militaires intégrés au NSDAP partageaient la même mission: accomplir la volonté du parti et du Führer. Leur horizon politique était ambitieux et global: construire le Reich millénaire prôné, transformer durablement les fondements sociaux, réorganiser la carte du monde et promouvoir la suprématie raciale pour étendre leur domination. Le parti cessa d'être une simple force politique parmi d'autres pour devenir le creuset des valeurs sacrées légitimant l'action de l'État. Être exclu de ces rangs équivalait, en pratique, à la perte de tout moyen de subsistance et de toute position sociale. Pour beaucoup, c'était une condamnation équivalente à l'ostracisme. Mais la menace qui pesait sur les sceptiques était encore plus féroce au sein de la SS. Himmler insistait sur le fait que toute trace de déloyauté envers le Führer, même en pensée, était passible d'expulsion de la SS et d'une poursuite acharnée pour faire disparaître le dissident. La Gestapo s'est alors donné pour mission de faire taire les débats internes et d'éradiquer non seulement les adversaires politiques, mais aussi ceux qui remettaient en question le dogme officiel. Pour y parvenir, elle devait exercer une présence absolue dans la vie publique et privée. Himmler et Heydrich ont travaillé pendant des années à perfectionner ce mécanisme. Ils ont constitué des archives monumentales qui ont consigné les moindres détails des événements. Adversaires. Ces dossiers contenaient tout: activités politiques et professionnelles, relations, adresses, amitiés, secrets intimes et vulnérabilités. Ils attendirent le moment opportun pour transformer ces informations en une arme redoutable. Ce qui conférait à la Gestapo son pouvoir véritablement terrifiant était le travail de son service de renseignement secret, l'agence de presse et d'information. Bien que peu connue, son influence était décisive. Au sein de ce service fonctionnait un service d'impression composé de traducteurs hautement qualifiés, maîtrisant pratiquement toutes les langues modernes. Sa mission principale était de filtrer tout ce qui était publié à l'étranger. Aucune information ne lui échappait, de l'article politique d'un journal new-yorkais à la simple publicité dans une gazette provinciale à l'autre bout du monde. Chaque jour, il produisait des bulletins d'information internationaux, sélectionnant des extraits de plus de 300 journaux, et les distribuait aux services concernés du régime. Mais la tâche ne s'arrêtait pas là. Toutes les données relatives aux exilés politiques, mariages, naissances, décès, réunions ou conférences, étaient traduites et soigneusement archivées. Ainsi, même les détails les plus insignifiants de la vie de l'opposition devenaient les pièces d'un vaste puzzle de contrôle. De plus, la section compilait des dossiers mesurant l'influence et l'orientation idéologique des principaux journaux et journalistes du monde, informations qui, en partie, alimentaient directement les archives de la Gestapo. Grâce à ce mécanisme, la police secrète nazie disposait d'un flux constant d'informations, lui permettant de projeter l'image d'une organisation omnisciente. Le réseau de collaborateurs et d'informateurs s'étendait bien au-delà des frontières du Reich, et tout pouvait être utilisé, manipulé et déformé à des fins répressives. Ainsi, en quelques mois, l'Allemagne fut plongée dans une atmosphère de méfiance totale. Un pays transformé en prison, où la Gestapo semblait omniprésente, son nombre s'étendant jusqu'aux confins du monde. La Gestapo ne s'appuyait pas uniquement sur son propre réseau pour recueillir des renseignements. Les forces régulières de police et de gendarmerie étaient tenues de transmettre toute information politique à ses bureaux. En contrepartie, cet appareil de terreur autorisait les autorités locales à traiter les affaires mineures, concentrant leurs efforts sur les questions véritablement préoccupantes pour le régime. De plus, Himmler recevait directement des rapports confidentiels de hauts responsables SS et de personnalités influentes du parti.
Un autre moyen fondamental était l'interception des communications. Le régime nazi poussa à l'extrême une procédure déjà existante dans de nombreux pays, les écoutes téléphoniques. Ce qui, ailleurs, pouvait être pratiqué de manière limitée, voire clandestine, devint en Allemagne une véritable industrie d'État. En 1933, Göring, profitant des avancées techniques des ingénieurs allemands et de la collaboration de policiers comme Rudolf Diels, crée une institution au nom anodin, l'Institut de recherche Hermann. Derrière cette façade se trouvait un centre spécialisé dans la surveillance des réseaux téléphoniques, télégraphiques et radio. On surveillait non seulement les communications internes, mais aussi les appels et les télégrammes envoyés à l'étranger, et on interceptait même les messages entre pays qui ne transitèrent pas par le territoire allemand. Au sein du Reich, les conversations des opposants, des étrangers influents et même des personnalités publiques étaient soumises à une surveillance systématique. L'Institut disposait d'une technologie de pointe capable de se connecter à n'importe quelle ligne en quelques secondes et d'enregistrer les conversations clés. Ces enregistrements étaient soigneusement archivés et, dans le cas du Führer, chaque appel était conservé sans exception. Des résumés quotidiens des écoutes téléphoniques les plus pertinentes étaient compilés et transmis à Hitler, tandis que les ministères recevaient en temps opportun des informations pertinentes pour leur service. Cependant, Göring, en tant que fondateur et directeur de l'Institut, se réservait le droit de filtrer les informations et de garder pour lui toute révélation susceptible de renforcer son pouvoir personnel au sein du régime. L'Institut d'écoute clandestine conférait à Göring une influence considérable et devint une arme décisive dans sa confrontation avec Röhm. Conscient de la valeur de cette ressource, Göring refusa de la céder à Himmler et à la Gestapo. Bien que cette dernière puisse utiliser ses services, le contrôle direct resta entre les mains de Göring jusqu'à la chute du Troisième Reich. La Gestapo, quant à elle, n'avait pas besoin d'autorisation pour mettre en œuvre ses propres méthodes. Ses agents installaient des microphones cachés au domicile des suspects, souvent lors de prétendues réparations de lignes téléphoniques ou d'inspections techniques. Ils espionnaient ainsi les conversations privées, même dans l'intimité du domicile. Personne n'était à l'abri. En 1934, par exemple, Hjalmar Schacht, le ministre par intérim, fut horrifié de découvrir que son salon était sur écoute, que son employé collaborait avec la police secrète et que ses conversations nocturnes dans sa chambre étaient enregistrées en secret. L'espionnage devint une présence constante dans la vie allemande. Le maréchal Erhard Milch déclara à Nuremberg que les citoyens craignaient davantage la Gestapo que la SS elle-même. Selon lui, chacun se croyait surveillé, quel que soit son rang ou sa position. La police secrète constituait des dossiers sur chaque individu et une grande partie des procès ultérieurs reposait sur ces documents. Personne n'était au-dessus de tout soupçon. Des employés subalternes au Reichsmarschall Göring lui-même, chacun savait qu'il pouvait être surveillé. La fragmentation du pouvoir entre les institutions nazies transforma chaque agence en fief personnel de son chef. Cette concurrence constante créa un réseau de contrôle mutuel qui, selon Himmler, contrôlait les ambitions excessives de ses rivaux. Himmler lui-même manœuvra habilement intrigues et alliances, et sa relation avec Göring se révéla particulièrement utile. L'existence de l'Institut sous le contrôle de Göring, alors qu'il aurait été logique de l'inclure dans la structure centrale de la police politique, montre comment Himmler savait faire des compromis sur certains points pour obtenir de plus grands avantages. Cependant, la Gestapo et le SD finirent par installer des écoutes téléphoniques secrètes contre Göring lui-même, ce qui rompit tout équilibre. Dans cette lutte pour la suprématie, marquée par la méfiance, la froideur calculée et la cruauté systématique, Himmler a trouvé en Reinhard Heydrich à son allié le plus efficace. Un collaborateur brillant et acharné, doté du talent politique nécessaire pour consolider sa domination. Qui était Heydrich et quel était son rôle dans la Gestapo? À l'été 1932, Heinrich Himmler décida de réorganiser l'appareil de renseignement SS. Conscient de la formation et du talent de Reinhard, Heydrich le nomma responsable de la réorganisation et le promut au grade de Standartenführer. Jusqu'alors, chaque détachement SS ne comptait qu'un petit groupe de 2 ou 3 hommes chargés de superviser les questions de sécurité et de renseignement. Comme Himmler le rappelait lui-même, la mission de ces agents était simple mais cruciale. Ils devaient anticiper les mouvements de leurs adversaires, savoir à l'avance si les communistes préparaient un rassemblement,
s'il existait un risque d'embuscade ou toute autre action dirigée contre des membres du parti. Dès 1931, Himmler avait décidé de séparer ses agents de renseignement du reste de la SS pour former une structure indépendante. C'est alors que naquit le Sicherheitsdienst, plus connu sous le nom de SD, auquel il donna le nom de Reichsführer Security Service, SS. Bien qu'à ses débuts, il resta un outil interne destiné à la protection personnelle d'Himmler et à garantir la sécurité de l'organisation SS. Cette unité allait bientôt devenir le cœur du système de renseignement nazi. Heydrich, c'était un homme au passé tumultueux qui allait bientôt faire frémir bien des Allemands malgré son apparence inoffensive. Il se présentait comme un grand officier arien aux manières raffinées, avec des cheveux blonds roux, raides et lisses, soigneusement séparés en 2 sections inégales. Son allure était imposante et majestueuse, avec cet équilibre militaire si prisé à l'époque. Son visage était reconnaissable entre mille. Un large front creux couvrait de petits yeux bleus, encadrés de lourdes paupières mi-closes, qui donnaient à son regard un air énigmatique. Cette expression oblique, que certains associaient à des traits asiatiques lointains, aurait suffi à contredire les théories raciales d'Himmler s'il avait pris la peine de s'y attarder. Son visage long et ovale était dépourvu de grandes oreilles qui auraient gâché l'harmonie de ses traits. Il avait un nez droit et allongé, un peu large à la base et trop fin au sommet. Sa large bouche, aux lèvres épaisses et bien dessinées, se détachait avec force sur ce visage viril. Sa voix était également frappante, étrangement aiguë pour un homme de sa carrure athlétique, comme si 2 tons plus aigus que la normale contrastaient avec la solidité de son corps. Ses mains, blanches, fines et soignées, avaient la délicatesse et l'expressivité de celle d'une femme. Impossible de ne pas remarquer qu'il accompagnait chaque mot de gestes vifs, aussi expressifs que son propre visage. Tandis qu'Himmler cherchait à dissimuler ses émotions derrière le masque froid de l'imperturbabilité, Heydrich était incapable de maîtriser son humeur explosive. Son discours était saccadé, assailli par des pensées qui devançaient ses paroles. Il craignait par-dessus tout d'être mal compris, et cette urgence le faisait trébucher sur ses propres phrases. La discordance de ses traits, mélange de traits opposés qui donnaient l'impression d'un visage ambigu, reflétait directement sa personnalité complexe. Heydrich se présentait comme un homme cultivé et sociable. Il se distinguait par ses qualités de cavalier et d'escrimeur exceptionnel, considéré comme l'un des meilleurs escrimeurs de son temps, et affichait également un goût raffiné pour les arts. Sa passion pour la musique était notoire. Violoniste de grand talent, il prenait grand soin de ses mains et enchantait souvent un cercle restreint lors de soirées privées, où il était applaudi pour ses prestations d'une qualité remarquable. Cependant, sous cette façade élégante et son attachement à tout ce qui était britannique se cachaient des traits de caractère qui dérangeaient son entourage. Sa vie privée révélait un déséquilibre marqué. Toujours en quête de sensations nouvelles, il n'hésitait pas à explorer les quartiers les plus sordides de Berlin avec ses proches, passant la nuit dans les tavernes et les cafés, jusqu'à atterrir dans des maisons closes réputées pour leurs excès les plus sombres. Même sa position élevée ne l'empêchait pas de telles aventures, mais ce qui le distinguait véritablement, c'était sa cruauté sans bornes. Même les tortionnaires les plus impitoyables de la Gestapo le craignaient, l'ayant vu agir avec un sadisme surpassant celui des bourreaux les plus brutaux. Ce trait, allié à une intelligence vive, une volonté de faire et une fierté sans bornes, faisait de lui une figure redoutable. Himmler appréciait la discipline avec laquelle Heydrich dissimulait ses excès, même si sous ce masque maîtrisé se cachait une arrogance insatiable. Au début du régime, alors qu'Hitler consolidait encore son pouvoir, Heydrich alla même jusqu'à enquêter sur les rumeurs concernant les origines familiales du Führer, un domaine que beaucoup évitaient. L'obsession généalogique qui animait l'élite nazie trouva un écho curieux lorsque, après sa mort, Wilhelm Canaris affirma avoir trouvé parmi ses biens des documents suggérant une ascendance juive. Son tempérament était volcanique, il perdait facilement le contrôle, explosant de cris, d'insultes et de menaces contre ses subordonnés, même si ses accès de colère se limitaient toujours à son bureau. Dans sa vie privée, il était rongé par une jalousie maladive envers sa femme, une femme distante qui le poussait à gravir les échelons pour atteindre le niveau de vie qu'elle désirait. Heydrich la surveillait constamment, obsédé par sa fidélité. L'envie le consumait, non seulement envers ses adversaires, mais aussi envers les exploits de ses amis.
Il convoitait le pouvoir, le prestige et la richesse, et ne connaissait aucune limite dans sa quête. Heydrich répétait souvent une maxime qui le définissait. Tout dépend du chef. Dans sa quête de consolidation du pouvoir, il transforma la rivalité interne en méthode de contrôle. Il dressa délibérément ses collaborateurs les uns contre les autres, les exploita au maximum et, lorsqu'ils cessèrent d'être utiles ou devinrent une menace en raison de leur talent, il les élimina de son cercle sans hésiter. Ce système de surveillance réciproque, conçu à la manière du nazisme, lui permit de maintenir une suprématie absolue sur son entourage. Il n'hésitait pas à défier même les figures les plus influentes du régime. Son style direct et calculateur lui valut de puissants ennemis. Il nourrissait une haine viscérale pour Canaris, Bohl et Ribbentrop, et s'opposa même à Himmler. Cependant, toutes ces batailles politiques se déroulèrent dans l'ombre. Son goût pour la violence se mêlait à une obsession du secret, probablement due à un profond complexe d'infériorité. Dans son entourage, ses subordonnés évitaient de l'appeler par son nom et le surnommaient par un surnom énigmatique, S. Il avait une étrange incapacité à regarder qui que ce soit dans les yeux lorsqu'il parlait, et bien qu'il puisse se montrer impitoyable à huis clos, il frappait rarement directement un adversaire qui le défiait. Cette contradiction révélait la nature ambiguë d'un homme alliant brutalité et fragilité psychologique. Son adhésion profonde aux idéaux nazis l'a conduit à devenir non seulement un exécutant, mais aussi un idéologue. De sa direction du SD, il l'a transformée en une organisation contrôlant non seulement la conduite des membres SS, mais aussi leur pureté doctrinale. Il se présentait comme un gardien des valeurs morales, alors qu'en réalité, derrière ce masque se cachait un meurtrier déguisé en prédicateur. Depuis son bureau situé au Prinz-Albrecht-Straße 8, Reinhard Heydrich construisit avec calme et précision un vaste réseau de contrôle qui allait finalement s'étendre à tout le Reich. En seulement 5 ans, il parvint à consolider un système d'espionnage et de répression si efficace qu'il transforma l'Allemagne en une nation surveillée de près. Dès 1934, certains des observateurs les plus avisés avertissaient déjà que cette structure de pouvoir menait inévitablement le pays vers un conflit d'ampleur mondiale. La Gestapo gouverne la Pologne, la main de fer du Reich. Durant l'hiver 1941 à 1942, alors que les unités SS procédaient à la purification massive de la population civile dans les zones soviétiques occupées, Himmler s'adressa aux officiers SS pour les encourager face aux horreurs qui s'accumulaient et qu'eux-mêmes constataient avec stupeur. Il leur rappela avec force la nécessité du travail qu'ils accomplissaient dans ces territoires, déplacements forcés et répression, et les exhorta à poursuivre avec détermination, même si cela impliquait des fusillades massives et des mesures extrêmes contre des populations entières. La Pologne devint rapidement un laboratoire pour ces pratiques. Dans ces villes et territoires sous administration du gouvernement général, des techniques de contrôle, d'expulsion et d'annihilation furent expérimentées et perfectionnées, qui seraient ensuite appliquées massivement sur tout le continent. À peine la campagne militaire terminée, le 7 octobre 1939, Hitler signa un décret soutenu par Göring et Keitel, nommant Himmler commissaire chargé d'établir la race allemande dans les territoires conquis et lui accordant les pleins pouvoirs pour mener à bien ce que l'on appelait la germanisation. Le mandat conféré à Himmler lui donnait carte blanche pour transformer le territoire sur les plans démographiques et culturels. Il était autorisé à y installer des colons de sang allemands, à éradiquer l'influence des populations considérées comme étrangères et à y établir des colonies allemandes. Himmler expliqua clairement sa vision. Il ne s'agissait pas d'assimiler les habitants en leur enseignant la langue allemande ou les lois allemandes, mais plutôt de veiller à ce que l'Est ne soit habité que par des Allemands purs. Cette logique raciale était la pierre angulaire de sa politique. Pour concrétiser cette idée, il mit en œuvre des mesures systématiques. Affaiblissement et exclusion de l'élite culturelle polonaise, répartition des biens expropriés entre les colons allemands et, de manière particulièrement brutale, sélection et appropriation des mineurs considérés comme racialement appropriables. Himmler affirmait, sans émotion apparente, qu'il était légal de séparer les enfants de leurs familles et de les intégrer dans des familles ou des institutions allemandes si cela permettait de produire du bon sang. Dans son discours froid et pragmatique, il justifiait cette pratique comme un moyen d'extraire des éléments.
groupe ratio utile et, lorsque cela était nécessaire, n'hésitait pas à définir l'expulsion ou l'élimination de groupes entiers comme une partie inévitable du processus de construction du Reich. Polonais et Juifs furent dépossédés de leurs biens, maisons, fermes et terres passèrent aux mains de ceux que le régime qualifiait de colons, c'est-à-dire d'Allemands de pur sang, amenés de l'étranger et réinstallés dans les territoires conquis. Les anciens propriétaires subirent des sorts différents selon la catégorie dans laquelle ils étaient classés par l'établissement nazi. De nombreux Juifs et personnes considérées comme des ennemis potentiels finirent internés dans des camps de concentration. D'autres furent déportés en Allemagne pour travailler dans des industries de guerre ou dans des fermes, et beaucoup furent contraints de continuer à cultiver leurs anciennes terres dans des conditions de servitude. Pour organiser ce processus, Himmler approuva un recensement racial le 12 décembre 1940, classant la population en groupes, d'une part les Allemands pur sang actifs au sein du parti, puis les Allemands pur sang apolitiques, puis les parents et conjoints d'Allemands purs, et enfin les descendants d'Allemands déjà intégrés à la communauté polonaise, les polonisés, considérés comme des renégats et soumis à un programme de rééducation visant à restaurer leur statut allemand. Ceux qui refusaient ce processus ou tentaient d'échapper à l'enregistrement étaient remis à la Gestapo et souvent envoyés dans les camps. La personne chargée de mettre en œuvre la politique d'expropriation, de déportation et de réinstallation était Reinhard Heydrich, chef du Bureau central de sécurité du Reich, RSHA. C'est à partir de cette structure que furent planifiées la confiscation des biens, l'évacuation des populations, le transfert massif de travailleurs vers les usines allemandes et l'installation de colons dans les territoires libérés, tant dans les zones annexées que dans le gouvernement général, administré par Hans Frank. La radicalisation de ces politiques conduisit à l'élimination systématique des Juifs. Hans Frank proclama sans réserve la nécessité de leur anéantissement et, en 1940, le camp d'Auschwitz, conçu comme un centre d'extermination, fut ouvert près de Cracovie. Au cœur des terres humides et boueuses de la région, des millions de Juifs furent assassinés au cours des 5 années suivantes. Auschwitz fut suivi par d'autres centres d'extermination, dont Majdanek et Treblinka. Ce dernier servirait de modèle pour la structure et les procédures des camps de la mort qui suivraient. Les Polonais déportés en Allemagne furent réduits en esclavage sous la surveillance de la Gestapo. En tant que travailleurs agricoles, ils étaient soumis à un règlement en 15 points qui les privait de leurs droits fondamentaux. Ils ne pouvaient pas se plaindre, étaient soumis à des couvre-feux stricts et n'avaient pas le droit de se réunir, de changer de propriétaire, d'utiliser les transports en commun, ni de fréquenter les églises et les lieux culturels. Ils étaient punis corporellement sans que les propriétaires soient tenus responsables. Et toute infraction mineure, de la lenteur au travail à l'insolence, était considérée comme un crime. Les Polonaises étaient affectées comme domestiques dans les foyers allemands, principalement dans les familles de membres du parti nazi. Entre 400 000 et 500 000 d'entre elles furent contraintes à la servitude gratuite, avec seulement 3 heures de congé par semaine. Elles devaient porter une carte de travail en permanence et étaient soumises aux mêmes restrictions que les hommes. En pratique, les hommes et les femmes polonais vivaient sous un régime d'esclavage légalisé, tandis que la société allemande, des paysans aux industriels, acceptait et même exploitait ce système, normalisant l'inhumanité brutale en seulement 7 ans de régime nazi. La Gestapo imposa un nouvel ordre qui ravala des centaines de milliers d'adultes à des niveaux extrêmes de privation et d'humiliation. La situation des enfants était encore plus angoissante. Dans certains camps, des enfants de moins de 8 ans, à moitié nus et mal nourris, tiraient des charrettes ou portaient des ballots. L'omniprésence de la police secrète jetait son ombre sur toute la masse humaine soumise. L'efficacité des mesures répressives suscita même des commentaires frivoles de la part des responsables nazis. Dans une interview du 6 février 1940 avec le correspondant de Völkischer, Kleist, Beobachter, Hans Frank, s'est même moqué des actions punitives de son collègue von Neurath en Bohême et en Moravie, les comparant aux exécutions en Pologne et faisant un commentaire hyperbolique sur la quantité de papier nécessaire pour publier des affiches chaque fois que des prisonniers étaient fusillés. Le plan de déportation massive fut rapidement mis en œuvre.
Le 25 janvier 1940, Frank annonça son intention de déporter 1 million de travailleurs polonais en Allemagne. La Gestapo organisa des rafles et en quelques années, le plan devint opérationnel à grande échelle. En août 1942, environ 800 000 Polonais avaient été déportés pour répondre aux besoins de main-d'œuvre du Reich. Avec l'offensive contre l'Europe occidentale en mai 1940, l'attention internationale se déplaça et les dirigeants nazis saisirent l'occasion. Frank fut explicite. Alors que le monde entier avait les yeux rivés sur le front occidental, c'était l'occasion idéale d'éliminer les figures marquantes de l'intelligentsia polonaise. La décision d'anéantir ces élites avait été prise des mois plus tôt, en septembre 1939. L'invasion de l'Ouest offrait l'alibi politique pour la mener à bien avec moins de visibilité extérieure. Ainsi naquit l'opération AB, Action de pacification d'urgence, planifiée et coordonnée par les autorités de Varsovie. Frank fit appel à son secrétaire d'État, Joseph Bühler, et à Seyss-Inquart pour finaliser les détails. Le RSH y contribua. Puis ses hommes, Streckenbach, chef du premier directoire, et des unités SS venues d'Allemagne. L'opération était conçue comme un nettoyage clandestin, sous prétexte de rétablir la sécurité et de mettre fin à de prétendus troubles. Des arrestations massives commencèrent en novembre 1939, notamment contre des professeurs de l'université de Cracovie. Il devint rapidement évident que leur déportation vers des camps allemands serait fastidieuse et engendrerait des échanges indésirables avec leurs familles. La solution était plus brutale et pragmatique, arrestations groupées, simulacres de procès et exécutions locales. Frank donna des instructions claires. Toute intervention judiciaire serait considérée comme une trahison et l'AB serait menée exclusivement par la police et les SS, en dehors des voies légales ordinaires. Ainsi, privés de toute procédure régulière et de toute possibilité de contrôle, les intellectuels et dirigeants polonais furent systématiquement éliminés par la Gestapo et les forces de sécurité. Une fois l'opération terminée, Streckenbach retourna à Berlin et reprit ses fonctions administratives. Une cérémonie officielle fut même organisée en son honneur, au cours de laquelle Frank prononça des félicitations pour un « travail bien fait », mettant ainsi fin au cycle de la violence bureaucratique. Alors que la Gestapo et le SD sèment la terreur en Pologne, Heydrich ne néglige pas ses autres devoirs. Les tensions apparues dans certains secteurs de l'armée lors de la préparation de l'agression contre la Tchécoslovaquie furent rapidement détectées grâce au vaste réseau d'informateurs du SD. En août 1938, par exemple, le service apprit que le général Kleist s'était rendu à Londres, sans toutefois pouvoir identifier avec certitude l'envoyé des conspirateurs ni les objectifs précis de la mission. Himmler savait que l'envoyé était porteur d'une lettre de Churchill, mais au-delà de ce détail, aucune information complémentaire ne put être obtenue. Un an plus tard, à la veille de l'invasion de la Pologne, l'inquiétude refit surface dans certains milieux militaires, quoique avec peu de détermination. Face à ce climat de doute, Himmler et Heydrich ordonnèrent une enquête approfondie afin de déterminer l'ampleur des troubles et surtout d'identifier d'éventuels liens entre l'opposition clandestine en Allemagne et les services secrets britanniques. L'enquête interne n'ayant donné aucun résultat clair, elle se tourna vers l'extérieur, se concentrant sur les contacts britanniques eux-mêmes. Pour cette opération délicate, ils choisirent 2 jeunes officiers du SD en qui ils avaient une grande confiance, Walter Schellenberg et Helmut Knochen. Tous deux étaient issus de familles modestes et avaient émergé du milieu étudiant dont le nazisme cherchait à tirer profit. Heydrich comprit que toute approche sérieuse des Britanniques exigeait des hommes cultivés, aux manières raffinées et à la maîtrise élégante de l'anglais, et suffisamment de ruse pour éviter les embûches inévitables dans les conversations. Avec le temps, les événements prouveraient que ce choix était le bon. L'année de la terreur, la Gestapo à son apogée. Le mot « hostilité » est trop faible pour décrire l'avalanche de haine et de rage impuissante qui a surgi chez ceux qui ont affronté les méthodes de la Gestapo et sa sinistre machine de mort. Les arrestations augmentèrent régulièrement et atteignirent leur apogée entre mai et août 1944. Dans le sud de la France, notamment dans la région lyonnaise, les arrestations furent menées de 2 manières. D'une part, par l'arrestation individuelle d'individus identifiés ou soupçonnés d'activités contraires à l'occupation allemande. D'autre part,
au moyen de rafles de grande envergure qui dévastèrent des quartiers entiers. Certaines des opérations les plus massives eurent lieu en France en août et décembre 1941, en juillet 1942 avec la capture de milliers de Juifs, en novembre 1943 à l'Université de Strasbourg transférée à Clermont-Ferrand, en janvier 1943 à Marseille avec 40 000 détenus, le 24 décembre 1943 à Grenoble, le 24 décembre 1944 à Cluny, en mai 1944 à Figeac et Eyzieux, et en juillet 1944 à Figeac et Eyzieux, 1944 à Saint-Paul-de-Léon et Locmine. Des stratégies similaires furent employées en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark. En Europe centrale et orientale, cependant, la répression atteignit des proportions encore plus brutales. Des populations entières furent soumises à des arrestations indiscriminées, à des expulsions forcées, à des déportations massives et au travail forcé. La répression se répandit sans limite, laissant derrière elle un sillage de terreur et de destruction. Les interrogatoires des personnes arrêtées par la Gestapo étaient presque toujours accompagnés de tortures. En général, sauf urgence particulière, la première séance n'avait pas lieu immédiatement, mais plusieurs semaines après l'arrestation. Les méthodes de coercition étaient similaires dans tous les centres. Les prisonniers étaient contraints de s'agenouiller sur des rebords de bois, tandis qu'on leur exerçait une pression sur les épaules. Parfois, ils étaient suspendus par les bras jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Coups de poing, coups de pied et fouets faits de tendons d'animaux étaient monnaie courante. Si la victime s'évanouissait, elle était ranimée à l'eau froide. Des mutilations telles que le limage des dents, l'arrachage des ongles et les brûlures à la cigarette et au chalumeau étaient également pratiquées. Les chocs électriques étaient une autre procédure. Un câble était fixé aux pieds et l'autre aux parties intimes du corps. La peau de la plante des pieds était également incisée et le patient était contraint le prisonnier devait marcher sur du sel. Dans certains cas, des chiffons imbibés d'essence étaient placés entre les orteils et enflammés. Cruel consistait à immerger le détenu, menotté, dans de l'eau glacée. Sa tête était enfoncée sous la surface jusqu'à ce qu'il soit presque noyé. Puis, le tenant par les cheveux, il le relevait pour le forcer à respirer. S'il refusait de donner des informations, le processus était répété à l'infini. Les femmes n'étaient pas non plus à l'abri des supplices. Avec elles, les bourreaux recouraient souvent à des méthodes plus calculées et plus sournoises. Les collaborateurs de la Gestapo en France rivalisaient avec leurs supérieurs allemands en élaborant des procédures de plus en plus atroces. Dans le pays, pratiquement personne n'ignorait l'existence de la torture. Certains la niaient par commodité politique, d'autres estimaient que les témoignages étaient exagérés. Mais les rapports médicaux, les autopsies, les preuves matérielles et même les aveux des bourreaux, riches en détails, confirmaient la brutalité de méthodes d'une cruauté indescriptible. Chaque section de la Gestapo fonctionnait de manière autonome, sans coordination avec les autres, en raison de rivalités internes et du secret professionnel. Il était donc fréquent que plusieurs sections demandent le même détenu pour interrogatoire le même jour. Le détenu était transporté dans des véhicules compartimentés, généralement depuis la prison de Fresnes, et attendait son tour dans des cellules de fortune. Rue de Sausset, les cellules étaient réparties dans tout le bâtiment. Au sous-sol, certaines étaient légèrement plus grandes, tandis qu'aux étages, des locaux techniques étaient transformés en cellules de fortune. Là, 5 ou 6 personnes étaient entassées dans des espaces exigus et étouffants, menottés ou enchaînés à des anneaux fixés au mur, attendant de longues heures. Au moment de l'interrogatoire, le prisonnier était accueilli par une avalanche de coups. S'il tombait à terre, il était relevé à coups de pied et battu si violemment qu'il souffrait souvent de côtes fracturées ou de membres brisés. Les séances pouvaient durer des heures, mêlant menaces envers la famille du détenu, souvent mise à exécution, et fausses promesses de clémence. L'accusé était contraint de rester debout sans interruption, tandis que les bourreaux se relayaient pour maintenir le rythme des coups et de l'intimidation. Pour briser la résistance des plus acharnés, des méthodes considérées comme plus sophistiquées furent utilisées. Le sadisme des bourreaux semblait sans limite et leur créativité pour concevoir de nouvelles formes de supplices se multiplia sans cesse, générant des techniques que les auteurs eux-mêmes étaient fièrement exposés. Cela rappelait l'époque médiévale, où les exécuteurs testamentaires transmettaient les secrets du métier de génération en génération.
Le climat d'indulgence accordé par le régime nazi, combiné aux circonstances de la guerre, a ouvert la voie aux instincts les plus sombres chez des individus qui, en apparence, étaient des gens ordinaires et honnêtes. Certains se sont excusés en prétextant qu'ils suivaient simplement la tendance générale ou qu'ils craignaient d'être accusés de trahison s'ils ne participèrent pas. D'autres, en revanche, n'hésitaient pas à admettre qu'ils prenaient du plaisir à ces séances de torture. La souffrance d'autrui devenait leur source de divertissement et de pouvoir. Ainsi, ces pratiques inhumaines ne se limitaient pas aux grands centres de répression, mais se répandaient comme une peste, présente même dans le plus modeste bureau local de la Gestapo, où la cruauté trouvait toujours un terrain fertile. Ces tortures étaient infligées à des personnes déjà affaiblies par l'enfermement. À cette date, environ 40 000 prisonniers étaient morts dans les prisons françaises. À ce nombre s'ajoutaient ceux exécutés par les tribunaux français, allemands ou militaires, ainsi que ceux éliminés sans jugement dans les camps de concentration installés sur le sol français. Les détenus étaient confinés dans des cellules exiguës au sein de prisons surpeuplées, où 15 hommes pouvaient être entassés sur seulement 7 ou 8 mètres carrés. La nourriture était rare. Ils vivaient entourés d'une saleté indescriptible, couverts de parasites, sans recevoir de lettres, de colis ni de visites, complètement isolés du monde extérieur. Seule une force d'acier, une volonté quasi surhumaine, leur permettait de supporter la douleur et la pression pour éviter de trahir leurs camarades restés en liberté. La plupart ne le supportèrent pas. Nombre d'entre eux s'effondrèrent, physiquement et spirituellement, sous les tourments qu'ils endurèrent. Mais dans de telles conditions, qui oserait les juger ? Lorsque la Gestapo estimait qu'elle ne pouvait plus obtenir d'informations d'un détenu, elle l'envoyait en exil dans un train de déportation ou le remettait à un tribunal allemand. En cas d'exil, la sentence était une mort lente, marquée par le travail forcé, la faim, la maladie et les mauvais traitements. Les transferts s'effectuaient dans des wagons à bestiaux remplis de 100 à 120 personnes. Les voyages, qui durèrent généralement 3 jours, se déroulaient dans l'obscurité, une chaleur étouffante et une absence totale de eau ou nourriture. Dans les convois vers Buchenwald et Dachau, environ un quart des prisonniers mouraient avant leur arrivée. Entre le 1er janvier et le 25 août 1944, date du départ du dernier convoi, 326 trains quittèrent la France, sans compter ceux d'Alsace et de Lorraine. Chacun transporta entre 1000 et 2000 déportés. Le nombre de trains annuels témoigne de l'accélération de la répression. 3 en 1940, 19 en 1941, 104 en 1942 et 257 en 1943. Au total, quelques 250 000 personnes furent expulsées de France, dont à peine 35 000 revinrent, la plupart dévastées physiquement et mentalement. À Dachau, les chambres à gaz, qui abritaient environ 300 personnes en 1942, furent agrandies l'année suivante pour en accueillir 1000 et pouvaient en accueillir 2000 en 1945. La vie à l'intérieur des camps de concentration a été décrite en détail dans de nombreux témoignages de survivants. Ceux qui ont réussi à s'échapper vivants ont compris de première main l'essence du nazisme. C'était un univers d'esclaves soumis aux caprices d'une poignée de maîtres, là où la liberté n'existait pas. Dès leur arrivée, les prisonniers étaient avertis qu'ils n'en sortiraient jamais vivants. Dans certains camps, les nouveaux arrivants entendaient cette phrase macabre. Ici, il n'y a qu'une seule issue, la cheminée. Dans d'autres, un panneau à l'entrée répétait le même message. La plaisanterie nazie était imprégnée de l'odeur insupportable des crématoriums. L'administration des camps fut confiée au SS sous le contrôle direct de Himmler et de ses unités têtes de mort, créées spécialement à cet effet. Le bureau administratif et économique principal, dirigé par Oswald Pohl, supervisait l'ensemble de l'organisation. La Gestapo, quant à elle, après avoir surpeuplé les camps avec des milliers de prisonniers, limita son rôle au contrôle politique. Le langage interne du régime était répétitif. Himmler était le maître absolu des camps de concentration, maître même du personnel le plus insignifiant. Himmler, Heydrich et plus tard Kaltenbrunner se rendaient régulièrement dans les camps de concentration. Ils observaient de près le travail forcé qui menait à la mort des prisonniers, assistaient aux exécutions et visitaient les installations d'extermination dont les chambres à gaz. Dans cet univers d'horreur, le macabre était devenu monnaie courante.
Les corps étaient dépouillés de leurs couronnes dentaires et de leurs prothèses en or qui étaient envoyées au département économique de la SS avec les montures de lunettes et les alliances. À une occasion, Oswald Pohl fut invité à un banquet par la Reichsbank. Avant le dîner, les hauts fonctionnaires visitèrent les caves de la banque où l'on leur montra des coffres contenant des biens provenant des camps. Des lingots d'or fondus arrachés aux victimes, des montures de lunettes empilées, des stylos-plumes et des dents entières étaient exposés en piles. Après avoir contemplé cette richesse sinistre, les invités se dirigèrent discrètement vers la table du banquet. Lorsque les Alliés occupèrent les camps, ils découvrirent des vestiges de ce butin, près de 21 000 kilos de lingots d'or et des dizaines de charretées de fourrure. Les entreprises qui employaient de la main-d'œuvre esclave n'étaient pas en reste. Les salaires des prisonniers ne leur parvenèrent jamais, ils étaient directement transférés au service économique de la SS. Rien qu'en 1943, ces comptes à la Reichsbank dépassaient les 100 millions de marks. Rien n'était gaspillé. Même l'impensable était exploité. Les os des morts étaient broyés pour produire de l'engrais et la graisse humaine transformée en savon. C'était l'aboutissement d'un système qui transformait la mort en un commerce. Lorsque l'armée rouge libéra Auschwitz, elle fit une découverte macabre. 7 tonnes de cheveux appartenant à quelques 140 000 femmes. Le sort de ces objets fut éclairci peu après grâce à un ordre interne de l'administration du camp, daté du 6 août 1942, dans lequel était inscrit le SS Obergruppenführer. Oswald Pohl ordonna que les cheveux des femmes soient utilisés dans l'industrie, notamment pour la fabrication de pantoufles pour les équipages de sous-marins et de semelles pour les cheminots du Reich. Quant aux cheveux des hommes, ils n'étaient considérés comme utiles que s'ils atteignaient une longueur minimale de 2 cm. La circulaire se concluait par une exigence administrative. Les camps devaient déclarer les quantités collectées chaque mois, avant le 5e jour ouvrable, en distinguant hommes et femmes. La Gestapo était chargée de remplir cet enfer et d'y maintenir sa population. La décision d'envoyer quelqu'un dans un camp de concentration lui appartenait entièrement. Seules quelques signatures étaient valables. Celle de Heydrich, alors chef du RSHA, celle de son successeur Kaltenbrunner et, en leur absence, celle de Müller lui-même, chef de la Gestapo. Lorsque des besoins en main-d'œuvre se faisaient sentir, c'était à eux de décider. Une directive de Müller, datée du 17 décembre 1942, ordonnait le transfert de 35 000 prisonniers aptes au travail vers des camps de concentration avant fin janvier 1943. Dans chaque camp, la Gestapo disposait de sa propre branche, la section politique. Cette structure était crainte de tous et source de tension avec le commandement du camp qui voyait ses privilèges d'un mauvais œil. À l'admission d'un nouveau détenu, celui-ci était soumis à un interrogatoire approfondi afin de recueillir des informations sur sa vie. Un dossier était ouvert avec tous les documents et des archives centralisées conservaient des fichiers permettant d'accéder à tout moment à des informations détaillées. Le chef de section pouvait convoquer n'importe quel détenu à sa guise, et cette convocation était un véritable cauchemar. Nombre d'entre eux ne revenèrent jamais après y avoir été emmenés. La peur était telle que certains mouraient même d'une crise cardiaque provoquée par la terreur de recevoir une convocation. La Gestapo encourageait également l'espionnage parmi les prisonniers. Recruter des informateurs était extrêmement difficile car le simple soupçon de délation équivalait à une condamnation à mort pour les codétenus. Les cas jugés graves étaient résolus dans le bunker, la prison interne du camp, où des atrocités effrénées étaient commises. Les détenus y étaient déshabillés, brutalement torturés et presque toujours exécutés après interrogatoire. Tout prisonnier libéré quittant un camp était tenu de se présenter immédiatement et obligatoirement à la Gestapo de la ville où il devait résider, à la date prévue. Avant son départ définitif, il devait passer par le service politique du camp pour signer une déclaration promettant de ne jamais révéler ce qu'il avait vu ni décrire les conditions de vie des prisonniers. Après 1940, ces libérations devinrent pratiquement inexistantes. À Buchenwald, rien n'était laissé au hasard. Dès leur arrivée, les prisonniers soviétiques étaient envoyés à la section politique sous le label « traitement spécial », une formule bureaucratique qui cachait le processus d'élimination systématique. Les commissaires politiques furent les premières victimes, suivis des officiers, des dirigeants du Komsomol et des militants communistes.
Afin d'identifier les cadres et les militants, des informateurs des gardes blancs étaient déployés dans les camps, lesquels identifiaient les officiers et les dirigeants politiques parmi les nouveaux déportés. Himmler revendiquait fièrement l'architecture systématique de cette terreur. Dans un de ses écrits, il justifiait l'existence des camps en décrivant leurs habitants comme des éléments marginaux et dangereux et défendait l'éducation qui y était pratiquée comme une méthode d'imposition de la discipline et de l'ordre. Selon lui, seule une discipline rigoureuse pouvait permettre d'atteindre l'humanité, qui selon lui appartenait exclusivement au peuple allemand. Les camps étaient aussi des lieux d'exposition. Des délégations de la SS, de la Wehrmacht et du parti venaient fréquemment voir les détenus. Un ancien détenu se souvenait de la sensation d'être observé comme un animal de zoo. Un spectacle soigneusement préparé était offert aux visiteurs, une sorte de un défilé de victimes où se succédaient criminels de droit commun, fonctionnaires déchus, fonctionnaires étrangers, personnes accusées en raison de leur orientation sexuelle, Roms, membres du clergé, nobles polonais et universitaires. Cette mise en scène grotesque, où des prisonniers sélectionnés pour leurs défauts ou leur prestige étaient exhibés sous les rires et les applaudissements, répondait à une stratégie délibérée, montrer à la société la dégradation de l'ennemi et consolider la déshumanisation comme outil politique. Le mythe de la supériorité raciale allemande servit de fondement idéologique à l'extermination planifiée. Un ordre signé par Himmler le 11 août 1942 illustra clairement cette logique absurde. Il autorisait les châtiments corporels des prisonniers allemands, mais ceux-ci ne pouvaient être appliqués que par d'autres détenus de la même nationalité. Une règle qui, loin d'apporter du réconfort, condamnait nombre d'entre eux à mourir sous les coups de leurs propres compatriotes. Ces règlements étaient supervisés par des officiers de la Gestapo qui contrôlaient également l'administration interne des camps. Leur travail consistait notamment à rédiger des rapports réguliers pour Müller, qui les transmettait à Heydrich, qui les transmettait ensuite à Himmler. Il est révélateur que certains responsables de Mauthausen aient été sanctionnés pour des erreurs administratives, tandis que le médecin-chef du camp ordonnait sans s'en rendre compte la mort de 2 jeunes juifs néerlandais nouvellement arrivés, conservant leurs dents et fabriquant un presse-papier grotesque pour son bureau. Dans cet univers clos, le nazisme imposait sa propre logique impitoyable. Les massacres, organisés selon des méthodes industrielles, étaient considérés comme une routine pour les SS qui ne faisaient qu'exécuter les ordres. Ce qui, aujourd'hui, apparaît comme un crime monstrueux, était pour eux un devoir. En revanche, la moindre faute bureaucratique était considérée comme une offense impardonnable aux principes du parti, dont la doctrine était présentée comme la seule vérité possible. Dans cette mentalité, le meurtre de prisonniers n'était pas considéré comme un crime. Les nazis l'assimilaient au travail d'un abattoir, aussi naturel que celui d'un animal. Pour eux, les membres de race considérés comme inférieurs ou ennemis du Reich ne méritaient aucune compassion et leur extermination était perçue comme un acte légitime, voire honorable. Quant aux prisonniers de la Gestapo, les libérations étaient quasi inexistantes. Même sans accusation grave, ils étaient rarement libérés. Si de sérieux soupçons surgissaient lors des interrogatoires ou si des aveux étaient extorqués sous la torture, l'affaire pouvait être portée devant un tribunal militaire. À Paris, ce tribunal était situé au 11 rue Boissy d'Anglars. Bien qu'en théorie ils agissaient indépendamment, toute condamnation était vaine. Condamnés comme acquittés étaient remis aux mains de la Gestapo qui décidait librement de leur sort. Ceux qui restaient dans des prisons comme Fresnes, la Santé ou le Cherche-Midi étaient envoyés, après jugement ou même sans jugement, au fort de Romainville, où leur sort était scellé par décision directe de la police secrète. Le crépuscule de la Gestapo, la chute finale. Entre août 1944 et mars 1945, Himmler atteignit l'apogée de son pouvoir. Après l'attentat manqué du 20 juillet, il élimina ses rivaux et réalisa son rêve de devenir commandant d'un groupe d'armée. Dès lors, il cumula plus de postes que tout autre dirigeant nazi. Ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, commandant suprême de la police, des services de renseignement et des agences secrètes civiles et militaires. En tant que Reichsführer, SS, il commanda une force armée qui, début 1945, comprenait 38 divisions, 4 brigades, 10 légions étrangères,
10 commandos spéciaux et 35 unités indépendantes, des troupes marquées par leur fanatisme. Il contrôlait également de multiples structures du parti et de l'État, tant à Berlin qu'en province. Dans son nouveau rôle de commandant de l'armée, il commença à manœuvrer pour concentrer entre ses mains les derniers leviers du pouvoir dans un Reich agonisant. Göring, autrefois concurrent direct dans la lutte pour le pouvoir, avait été relégué à un rôle quasi insignifiant. Ses transactions douteuses et ses étalages de richesses l'avaient jeté dans le discrédit, le privant de l'influence dont il jouissait autrefois. Ribbentrop connut un sort similaire. Sa diplomatie, autrefois présentée comme le plus grand atout du Reich, avait échoué sur tous les fronts. Göring lui-même le ridiculisa publiquement, le qualifiant de « vulgaire marchand de champagne », une remarque qui fit sourire Hitler, qui oublia qu'il l'avait récemment comparé à un nouveau Bismarck. Parmi les hiérarques, Goebbels détenait encore une part du pouvoir, bien que dans ce domaine Bormann le surpassât de loin. Ce dernier, animé d'une ambition débordante et d'une foi aveugle en l'idéologie nazie, gravit les échelons jusqu'à éliminer ceux qui lui barrèrent la route. De Reichsleiter et chef d'état-major sous Hess, il devint, après la défection de ce dernier, représentant du Führer et directeur du secrétariat du parti. En pratique, il assumait le contrôle absolu de l'ensemble de l'appareil politique. Le 12 avril 1943, il ajouta le poste de secrétaire personnel d'Hitler, consolidant sa position de figure clé autour du Führer. Bormann comprit rapidement que son adversaire le plus sérieux était Himmler. Il percevait aisément ses ambitions et ses plans, mais il décelait aussi sa grande faiblesse, son inaptitude absolue à diriger une armée. Il fonda sa stratégie d'usure sur ce défaut. Dans cette manœuvre, il utilisa Hermann, Fegelein comme pièce tactique. Fegelein, général SS et agent de liaison entre Hitler et le quartier général d'Himmler, occupait également une position privilégiée. Il était marié à Gretel Braun, la sœur d'Eva Braun, ce qui faisait de lui le beau-frère du Führer. Ce lien familial lui garantissait proximité et influence au sein du cercle intime d'Hitler. Rencontrant quotidiennement Bormann, il finit par s'allier à lui, devenant un informateur et un collaborateur clé. Grâce à Fegelein, les erreurs d'Himmler furent révélées et amplifiées. Chaque erreur dans ses fonctions de commandant de groupe d'armée fut mise en avant comme preuve de son incompétence. Finalement, après la retraite désastreuse de Poméranie, Himmler fut démis de ses fonctions en mars. Au même moment, en Hongrie, où le front s'effondrait, des troupes d'élite SS furent envoyées sous la direction de Sepp. Dietrich, un vétéran du national-socialisme, tenta de contenir la situation. Bormann vit dans ce contexte l'occasion idéale de porter le coup de grâce à son ancien rival. La rétrogradation d'Himmler atteignit un point décisif et massif, scellant son exclusion de la lutte pour le pouvoir. Son dévouement au commandement militaire l'avait trop longtemps tenu à l'écart du contrôle policier, précisément au moment où cette fonction était vitale dans le contexte angoissant du Reich. Durant son absence, Bormann et Hitler lui-même s'habituèrent à traiter directement avec Kaltenbrunner, laissant Himmler relégué au second plan. Même de nombreux ordres du Führer ne passaient plus par lui, signe évident de sa perte d'influence. Le 19 avril, Himmler s'entretint longuement avec Schwerin von Krosigk, ministre des Finances, tandis que Schellenberg tentait de convaincre le ministre du Travail, Selt. Tous s'accordèrent sur une conclusion. Hitler devait être destitué, et la seule voie à suivre était qu'Himmler prenne le commandement et recherche une paix honorable. Ces nouveaux conspirateurs s'accrochaient aux mêmes illusions que les complots précédents. Himmler, convaincu de pouvoir percer, plaça ses espoirs dans le comte Folck. Bernadotte. Lors de leur dernier entretien, Bernadotte suggéra à Himmler de déclarer Hitler frappé d'incapacité en raison d'une maladie soudaine et de se proclamer chef de l'État, suivi de la dissolution du Parti national-socialiste. Himmler était disposé à mettre en œuvre ce plan tardif, mais craignait que les Alliés refusent de négocier avec lui et exigeait une garantie préalable. Le 21 avril, après avoir quitté la chancellerie du Reich, il rencontra Schellenberg et ensemble, ils se rendirent à l'hôpital Hohenlichen, près de Berlin, où il avait prévu de rencontrer Bernadotte. Lors de cette rencontre, Himmler promit d'arrêter l'évacuation du camp de concentration de Neuengamme, près de Hambourg, et supplia le diplomate suédois de transmettre ses propositions à Eisenhower, qu'il espérait rencontrer directement.
Bernadotte tenta de lui faire comprendre que son rôle dans l'Allemagne du futur serait nul et la conversation se termina sans résultat concret. Malgré cela, Himmler, tel un marin naufragé accroché à une écharde, n'abandonna pas ses espoirs. Après le départ de Bernadotte pour la Suède via Lübeck, il décida de le suivre pour réitérer sa proposition de cesser le feu et accepter cette fois sans condition l'élimination d'Hitler. Schellenberg arriva le premier à Lübeck, mais découvrit que Bernadotte avait déjà traversé la frontière et se trouvait à Appenrad, au nord de Flensburg. Par un appel téléphonique, il parvint à le convaincre de le rencontrer à Flensburg, puis de retourner à Lübeck, où Himmler l'attendait. La rencontre eut lieu le soir du 23 avril au sous-sol du consulat de Suède, éclairé uniquement à la bougie en raison des pannes de courant causées par les bombardements incessants. Au cours de 5 heures de discussion, Bernadotte accepta de transmettre les propositions de Himmler à son gouvernement, tout en soulignant que lui seul déciderait si elles seraient transmises aux Alliés. Himmler rédigea immédiatement une lettre au ministre suédois des Affaires étrangères, Christian Günther, lui demandant de faciliter la transmission de son offre aux Américains. Cependant, le lendemain, une déclaration du président Truman excluait catégoriquement toute reddition partielle, anéantissant les derniers espoirs du Reichsführer SS. Le 22 avril, Himmler apprit qu'Hitler avait ordonné l'exécution de son ancien médecin personnel, Karl Brandt, pour avoir envoyé sa femme aux États-Unis. L'arrestation de Brandt en Thuringe confirma que, même confiné dans le bunker, Hitler conservait le pouvoir d'imposer sa volonté. Le dernier voyage désespéré d'Himmler commençait. Après avoir fait ses adieux au comte Bernadotte à Lübeck, il commença à sillonner les rares territoires encore intouchables, tel un prédateur pris au piège dans une cage qui se referme sans cesse. Son premier réflexe fut de se diriger vers Berlin, ignorant que sa trahison envers le Führer était déjà révélée. Cependant, la route vers la capitale était bloquée. Il changea alors de cap et atteignit Fürstenberg, où se trouvait le commandement militaire. Là, le 26 avril, il reçut des nouvelles de la prétendue déloyauté de Göring, de l'échec de ses propres tentatives de négociation et de l'ordre d'Hitler d'arrêter le maréchal. Il décida alors de retourner au nord, vers la frontière danoise, afin de retrouver Schellenberg. Schellenberg avait reçu l'ordre d'accompagner Bernadotte à Flensburg et d'y poursuivre les négociations diplomatiques car il disposait des pouvoirs nécessaires. Schellenberg était déjà au Danemark et retourna à Flensburg le 30 avril pour apprendre qu'il avait été démis de ses fonctions. Hitler, pleinement conscient de son implication dans les manœuvres de Himmler, ne le lui avait pas pardonné. Ses fonctions furent immédiatement transférées à l'Obersturmbannführerbank, chef de la section politique du SD, et à Otto Skorzeny, commandant de la division militaire. Schellenberg, cependant, fut à peine touché par le coup. Il se rendit immédiatement à Travemünde, au nord de Lübeck, où il rencontra Himmler. Le 1er mai, ils reçurent la nouvelle qui changea tout. Hitler était tombé et Karl Dönitz lui succédait. Himmler avait déjà vu Dönitz la veille à Plön, à quelques kilomètres de Lübeck, siège du commandement interarmé de la Wehrmacht. Il décida d'y retourner immédiatement pour consulter la suite des opérations. De son côté, Schellenberg, qui l'accompagnait, choisit de maintenir le contact avec Schwerin von Krosigk, membre du nouveau gouvernement. Le soir même, il partit pour le Danemark afin de poursuivre ses négociations. Après un bref retour à Plön, il se rendit à Stockholm, où il allait finalement participer aux préparatifs de la capitulation allemande. Himmler rejoignit le nouveau cabinet qui, le 4 mai, transféra son quartier général de Plön à Murvik, s'installant à l'académie navale près de Flensburg. Là, Dönitz était entouré d'officiers épuisés et de dirigeants désorientés. Keitel, Jodl et d'autres officiers supérieurs caressaient encore l'idée absurde de prolonger la guerre en Norvège. Dönitz lui-même convoqua le commissaire du Reich Terboven et les généraux Böhm et Lindemann pour discuter de la possibilité de maintenir la résistance en Scandinavie. De nombreux dirigeants nazis, cherchant à sauver leur peau, s'efforcèrent de s'attirer les faveurs du nouveau gouvernement. Cette élite, incapable d'admettre sa défaite, préféra aggraver les souffrances de la population allemande plutôt que d'accepter l'inévitable. Pendant ce temps, les bombardements alliés continuaient de faire inutilement des victimes. Au milieu de ce dédale de rumeurs, d'intrigues et de désespoir, Himmler tenta de disparaître.
Le 6 mai, le gouvernement de Flensburg décida la capitulation totale du Reich et le jour même, le Reichsführer SS fut démis de ses fonctions. Il était devenu un poids mort. Sentant le danger qui l'entourait, il disparut. Le 8 mai, à minuit, les combats cessèrent sur tous les fronts européens. Pour la première fois depuis l'invasion de la Pologne en 1939, le continent se tut. Himmler se cachait. Tout porte à croire qu'il est resté dans les environs de Flensburg avec un petit groupe de SS loyalistes cherchant à échapper aux représailles. Les forces alliées ont diffusé sa photographie dans toute la région, et il était évident que de nombreux Allemands l'auraient trahi s'ils avaient connu sa cachette. Il a néanmoins réussi à rester invisible pendant près de 2 semaines. Le 20 mai, il décida de quitter le nord et de se diriger vers la Bavière, accompagné d'une douzaine d'officiers. Le lendemain, entre Hambourg et Brême, au milieu d'un flot de réfugiés, avançant à pied ou élant des transports, un petit groupe émergea. Le paysage était désolé, des terres marécageuses alternaient avec des forêts de pins rabougris bordant le Teufelsmoor ou Marais du Diable. La colonne humaine fut stoppée à un poste de contrôle britannique. Parmi ceux qui se présentèrent, un homme présenta des documents militaires sous le faux nom d'Heinrich Hitzinger. Son œil gauche était masqué par un cache-œil noir et il était vêtu d'un mélange étrange de vêtements civils et d'uniformes, un détail qui le faisait passer inaperçu parmi tant de personnes déplacées. Mais ces papiers, étonnamment neufs, éveillèrent les soupçons de la sentinelle, habituée au fait que la plupart des réfugiés étaient dépourvus de papiers. D'un geste, le soldat britannique ordonna son évacuation. 2 gardes l'escortèrent jusqu'au poste de contrôle et le remirent au service de sécurité de la 2e armée basée à Lunebourg. Ils l'enfermèrent dans une cellule de fortune en attendant de nouveaux ordres. Personne, à ce moment-là, n'imaginait que l'individu au cache-œil n'était autre que Heinrich Himmler, qui avait rasé sa moustache caractéristique, un détail qui lui donnait une ressemblance troublante avec Hitler lui-même. Comprenant que son déguisement ne le protégerait pas longtemps, Himmler décida de prendre une décision inattendue. Il demanda un entretien avec le commandant local et, en entrant dans son bureau, retira le brassard noir qui l'identifiait à tort. D'une voix ferme, il déclara « Je suis Heinrich Himmler. Je souhaite transmettre un message urgent au maréchal Montgomery. » On ne sait pas avec certitude s'il cherchait à jouer un rôle de premier plan dans les négociations ou s'il espérait trouver une occasion de s'échapper pendant le transfert. Ce qui est certain, c'est qu'il fut immédiatement envoyé à Lunebourg, quartier général de la 2e armée britannique, et placé sous la garde des services de sécurité. À Lunebourg, les mesures de sécurité strictes, propres à un détenu de cette catégorie, furent appliquées. Il fut soumis à un examen médical et à une fouille minutieuse. Une capsule de cyanure de potassium fut retrouvée dans l'une de ses poches. Il portait l'uniforme britannique et fut détenu jusqu'à l'arrivée du colonel Murphy, désigné par Montgomery pour l'interroger. Cependant, Murphy ne lui posa aucune question. Dès son arrivée, il exigea confirmation des mesures de contrôle. « On t'a fouillé la bouche ?» demanda-t-il. Les nazis cachent souvent quelque chose sous leur langue ou dans un dentier. Une capsule dans une poche pourrait n'être qu'un leurre. Le médecin, suivant les ordres, l'examina de nouveau. Mais dès qu'il lui demanda d'ouvrir la bouche, Himmler referma les mâchoires. Un déclic sec retentit, et en quelques secondes, Himmler s'écroula. Ainsi, le 23 mai 1945, Heinrich Himmler, architecte de la terreur nazie et chef de la Gestapo, trouva la mort. Ce jour marqua la fin de l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés du Troisième Reich. De tous les chefs de la Gestapo, seul Heinrich Müller, fidèle homme de main de Himmler et chef absolu de la police secrète, semble avoir échappé au sort qui attendait les autres. Début mai 1945, il disparaît sans laisser de traces. Des officiers allemands rapatriés des camps soviétiques affirment qu'il se trouve à Moscou. Selon Schellenberg, il aurait profité du procès contre l'Orchestre Rouge pour nouer des liens avec les services secrets soviétiques et s'y serait offert dans les derniers jours du Reich. De nombreux membres des services secrets allemands ont tenté de se sauver en changeant de camp et en offrant leur expertise aux Américains, aux Britanniques ou aux Français, et nombre d'entre eux y sont parvenus. Müller, en revanche, aurait opté pour les Russes, même si sa brutalité lors des enquêtes contre l'Orchestre Rouge rendrait cette hypothèse difficile à accepter. Malgré tout, le doute persiste.
Certaines sources affirment qu'il est mort à Moscou en 1948, d'autres, plus récentes, suggèrent qu'il aurait réussi à gagner le Chili, où il aurait trouvé refuge chez Martin Bormann. Kaltenbrunner, en revanche, connut un sort différent. Il fut arrêté, comme Göring, et tous deux comparurent au procès de Nuremberg. Après un procès qui s'ouvrit le 20 novembre 1945 et dura 403 audiences publiques, le tribunal rendit son verdict le 1er octobre 1946. Condamnation à mort. Était exécuté par pendaison le 16 octobre.